d'être venu à ce premier débat et à l'inauguration du festival. Voilà, je suis fière et intéressée de raconter que c'est vrai que nous sommes en France, et il y a eu en France un grand mouvement social, quoi qu'on en pense, qui a vraiment changé la donne au niveau politique et qui a changé surtout la manière de faire de la politique. Et donc après, évidemment, on passera la parole à tout le monde pour réagir, dire ce qu'il en pense, poser des questions. Mais il nous semblait très important pour un festival de rendre compte de ce qui se passe dans notre propre pays et, voilà, et les mouvements qui s'y passent. Donc l'idée, et c'est le seul festival en France qui, pour parler des Gilets jaunes, a invité des Gilets jaunes. Et je vous dis, en fait, grosso modo, comment ça se passe souvent, c'est que nous autres journalistes qui avons couvert ce dossier-là, on nous invite pour parler des Gilets jaunes. Et les Gilets jaunes, on se dit, oh, on ne va pas les inviter parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont dire, c'est compliqué, comment ils sont, est-ce qu'ils sont trop à gauche, trop à droite, est-ce qu'ils sont homophobes, pas homophobes, on n'arrive pas à les cerner. Et donc l'idée aujourd'hui était de dire, voilà, les Gilets jaunes, ils vont venir raconter eux-mêmes où en est le mouvement, pourquoi ils ont fait ça, etc. Et vous leur poserez les questions après. Donc c'est un débat absolument ouvert sur un des plus grands mouvements qui s'est passé en France ces dernières années. Donc voilà, donc, ils viennent sur la scène, ils vont monter, les voilà. Tu prends la chaise, voilà. Donc installez-vous. Donc alors c'était assez, quand on a organisé ce débat, c'était assez étonnant au début parce que la plupart d'entre eux me disaient « Oh, mais des débats avec les journalistes, on n'aime pas les journalistes, on ne va pas venir, etc. etc. » Et puis au fur et à mesure, la question était « Mais qu'est-ce qu'on fait? Si on vient, est-ce qu'on vient avec notre gilet jaune ?» Et donc évidemment, au Festival de Couture, il n'y a pas de dress code, j'en suis la preuve vivante. Et donc chacun vient comme il veut, et c'est voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc je vais vous les présenter les uns après les autres. Donc, c'est des gilets jaunes de cette région, donc que vous avez peut-être croisé de vue à un carrefour ou pas, si vous êtes d'ici ou non. Et donc, le mouvement ici a cela de particulier, c'est que pour qui ne s'y est pas intéressé davantage que ça, les gilets jaunes, c'est ce qu'on voit à la télé le samedi après-midi. Donc, c'est des gars qui courent le long des Champs-Élysées dans des fumigènes et autres choses. Et dans le monde rural, dans la France, un peu partout, les ronds-points ressemblent davantage à ça. Les gilets jaunes ressemblent davantage à ça. Alors, donc, je vais vous présenter. Ici, il y avait principalement 3 ronds-points autour de Couture et Marmande. Donc, qui était un rond-point à côté d'une entreprise de transport, dit le rond-point Satar. Le rond-point de Saint-Mazan, qui était celui à côté de l'autoroute, et celui du Leclerc de Marmande, où vous allez, j'imagine, certaines fois le samedi. Donc, je commence. Lolita, voilà, qui est agricultrice et qui était au rond-point de Saint-Mazan et dont le mari est aujourd'hui dans les alpages. Hein. Voilà, il est en transhumance. Voilà, pardon. À côté d'elle, il y a Claude, qui est retraité, qui était comptable et qui est retraité. À côté, nous avons Mathieu, qui est routier. Rémi, qui est aquaculteur. Zaza, alors là, les habitants de Couture, s'ils ne la connaissent pas, ça ne va pas du tout, qui est habitante de Couture, et qui est salariée, voilà. Et à côté de moi, j'ai Kéké, hein, je dis Kéké, on est entre nous, bon. On est entre nous, qui travaille à la SNCF. Voilà, et donc, voilà, donc on voulait vous donner aussi une autre idée de ce que sont les Gilets jaunes, et voilà, sur le terrain. Donc, j'ai commencé par une question, qui est celle qu'on se pose à peu près tous, hein, comme personnes qui assistons à l'actualité, et c'est le but de ce festival, le journalisme vivant, c'est que, vu de l'extérieur, on a l'impression que les Gilets jaunes, c'est fini, que le mouvement s'est résorbé, on ne les voit plus trop, les ronds-points d'ailleurs ici ont été détruits. Donc ce mouvement-là, pour nous, si on écoute un peu ce qui se dit, le mouvement est terminé. Donc on voulait savoir qu'est-ce que vous en pensez. Donc là, il y a là 3 micros. Mathieu, par exemple, voilà. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que le mouvement, c'est bien ce qu'on dit? Ça y est, c'est terminé. Tout le monde est parti en vacances et on en reparlera une autre fois.
Non, le mouvement, il n'est pas terminé de visu. On a l'impression qu'il est terminé, mais il ne l'est pas. Maintenant, étant donné que nos QG respectifs ont été saccagés durant ces périodes-là, ces dernières périodes, nous a permis aussi de faire des groupes, donc des collectifs, pour pouvoir travailler différemment plutôt que d'occuper les ronds-points et peut-être aussi d'embêter certains citoyens. Les Gilets jaunes sont devenus plus citoyens en créant des collectifs pour travailler, pour changer la vie au niveau des communes, c'est-à-dire participer à des réunions municipales pour voir déjà comment ça se passe et peut-être participer plus activement au niveau des communes. Dimanche dernier, le collectif de Marmande a fait un vide-grenier avec plein de la musique, de la boisson, des buvettes et tout ça, pour que justement les citoyens puissent venir vers nous, parce que les citoyens ont peur des gilets jaunes. Donc venir vers nous, discuter avec nous, leur proposer des choses différentes de ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire bloquer les ronds-points, bloquer les raffineries et tout ça. Mais il faut savoir qu'il y a toujours les manifestations les week-ends pour montrer qu'on est encore présent partout, sur les ronds-points, sur les raffineries, sur les grandes manifestations qu'il y a les samedis, pour dire que voilà, on est toujours là, on est toujours actif, mais différemment, on va dire. Au rond-point de ça c'est Marmande. Voilà. Au rond-point de Saint-Mazan, par exemple, Claude, comment ça se passe aujourd'hui? Alors Claude est également non seulement retraité, mais est agent pâtissier et café là-bas. Café, surtout. Voilà. Donc pour remonter les troupes. Voilà, pour remonter les troupes. Bon, à Saint-Mazan, nous, de par nos situations, on est près de l'entrée de l'autoroute. Donc, notre principal but, c'est de faire voir qu'on n'est pas invisible. Donc, on est assez souvent sur le rond-point. Au début, on y était tous les jours. Vu le temps, et puis on a des occupations par ailleurs. Donc, disons, on vient 2 ou 3 fois par semaine. Et puis, on essaye, soit on tracte, soit on se montre avec les gens, et les gens accueillent quand même avec beaucoup, j'allais dire, de compréhension et sympathie le fait qu'on soit toujours là. Voilà. Voilà, parce que donc c'est vrai que au moment où ce festival se prépare, c'est-à-dire en décembre, enfin bien en amont, j'étais venue préparer ce festival. Et donc j'avais rendez-vous à Couture avec tout un tas de gens pour préparer ce festival. Et je me suis arrêtée avant, au rond-point de Marmande, en me disant c'est incroyable. Si j'étais partie en grand reportage, je ne sais pas, en Tunisie, au Maroc, en Haïti, n'importe où, et que je voyais tout à coup un mouvement social dans la rue, je m'arrêterais. Et donc faisons comme si j'étais vraiment en reportage. Et donc je me suis arrêtée et j'ai passé 10 jours sur ce rond-point. Donc les premiers jours la première matinée n'était pas si simple. Donc je suis arrivée sur le rond-point. Donc les journalistes, on ne voulait pas me parler au départ. Et donc ils m'ont assis sur une chaise en disant ah, il faut attendre nos porte-paroles, car il était 10 h du matin. Il faut attendre nos porte-paroles qui arrivent vers 20 h. Et donc j'étais assise sur ma chaise en plastique, filmée par un certain nombre de ces messieurs-dames, parce que j'allais mentir dans le journal, et donc on allait me filmer pour bien prouver que j'allais raconter une chose qui ne s'était pas passée. Donc il y a quand même une grande défiance, journaliste gilet jaune, depuis le début. Donc c'est vrai que ça n'est pas évident pour vous d'expliquer le mouvement. Et c'est vrai que depuis le début, c'est vraiment ça. Alors, l'autre chose dont je vais vous dire, c'est un mouvement que je connais depuis longtemps et je connais ces gens-là personnellement. Donc j'ai vu l'évolution des gens, comment ça s'est passé, qui est resté, qui est parti depuis 6 mois. Et donc là, est-ce que vous pouvez, l'un de vous peut raconter comment il est rentré sur le rond-point, comment il s'est mobilisé tout à coup en se disant « Tiens, le gilet jaune, c'est un mouvement pour moi, pourquoi j'y vais ?» Et comment le mouvement évolue auprès des gens qu'il connaît. Qui est là depuis longtemps? Moi, je veux bien intervenir, mais je voudrais juste
avant de refermer la parenthèse, on n'aime pas les journalistes, c'est pas vrai. C'est pas qu'on n'aime pas les journalistes, c'est qu'on a passé une période, depuis le 17 novembre, puisque c'est le début du mouvement, où malheureusement, pour quelle raison, j'en sais pas, on en débattra peut-être ensemble dans les jours à venir, mais ce mouvement a été caché, a été détourné. C'est-à-dire qu'on nous a dit, le 17 novembre, ils sont 50 dans la rue, ça risque rien, ce n'est qu'un mouvement qui va s'étouffer rapidement. Et puis ça a continué, ça a continué, ça a continué, et manque de peau, on n'était pas que 50 dans la rue, et puis on n'était pas que 50 sur les ronds-points. Et là, on a commencé à s'intéresser à nous. Mais le mal était fait. Malheureusement, le mal était fait, les Gilets jaunes commençaient à être mis de côté, on ne disait pas la vérité, on nous a traités de tout. Alors on ne va pas revenir sur les propos, on n'est pas là pour ça. Mais voilà pourquoi la défiance envers les journalistes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le mouvement a été éteint, étouffé, et on n'a pas expliqué concrètement ce qui était en train de se passer. La seule chose qu'on a dit, il y a des anarchos, il y a des fachos, ils montent à la capitale, ils vont tout péter. Et non, c'est pas ça du tout ce qui s'est passé, parce que pour l'avoir vécu dans le Lot-et-Garonne, et je le dis à chaque fois que je prends la parole et je le redis, si nos anciens n'avaient pas été sur le rond-point, le mouvement social dans le Lot-et-Garonne aurait duré 2 jours. Voilà, donc ça, il faut quand même rappeler que les anciens sont encore dans la lutte, ceux qui ont connu 68 et qui nous ont expliqué, mais merci d'être là, parce que c'est encore grâce à eux qu'on a peut-être la possibilité de se battre. Voilà, c'était juste pour rappeler qu'on n'a rien... on n'a rien contre les journalistes, mais à un moment donné, les choses n'ont pas été dites correctement. Donc oui, en effet, une certaine haine, un certain recul a été pris vers les journalistes. Mais sinon, voilà, on a évolué, nous aussi, et eux aussi ont évolué, donc on évolue avec eux. Donc voilà, donc comment est-ce que c'est les mêmes personnes qui sont là? Est-ce que c'est Lolita peut-être? Comment ça se passe sur le... Oui, Lolita. À des moments, il faut parler, ils me disaient tous, oui, moi je veux bien monter, mais ne me demande pas de répondre. Voilà. Eh bien si, c'est ce moment et celui-là. Donc, comment ça s'est passé sur le rond-point concrètement? Est-ce que c'est les mêmes personnes? Qui s'est découragé? Qui ne s'est pas découragé? Comment ça s'est passé? Parce qu'il y a eu aussi, alors disons-le, et ça c'est une des choses intéressantes à comprendre sur ce mouvement, c'est que peu avant les européennes, l'échéance des élections européennes, les baraques sur les ronds-points partout en France, là on est à Marmande, mais ça a été vrai partout en France, les constructions sur les ronds-points ont été démolies et tout ce qui était jaune a été supprimé. Alors, on peut imaginer, voilà, pensons une chose, c'est que c'est vrai que le mouvement que tu décris, Mathieu, qui est de dire on va dans les communes, etc., et on participe, c'est autre chose d'y aller en civil, comme vous dites, que d'y aller en gilet jaune. Quand partout en France, il y a des gilets jaunes, on se dit il y a un mouvement. Quand il y a des gens qui vont dans les communes, on se dit tiens, bon, il y a des gens qui vont dans les communes. Donc, ça n'a plus un aspect, entre guillemets, de mouvement. Donc, j'imagine que l'idée était aussi celle-là. Donc sur les ronds-points, comment ça s'est passé, Lolita? Donc au départ, les gens, il y a eu un gros élan. Moi, quand j'y suis allée, il y avait du monde tout le temps. Après, comment ça a évolué? Toi, comment tu y es arrivé, par exemple? Parce qu'au début, tu me disais, au début, quand je suis arrivée, je me suis dit, ce mouvement, c'est pas pour moi. C'était pas... Bon, alors raconte. Disons que moi, j'y suis pas arrivée le 17 novembre parce que, voilà, moi, l'annonce par les réseaux sociaux, moi, j'y ai pas cru parce que je crois pas aux réseaux sociaux et à Facebook. Donc, j'ai créé mon Facebook depuis que je suis au Gilet jaune. Mais voilà, j'ai toujours du mal avec Facebook. Et en fait, moi, je passais à Marmande régulièrement. Donc, j'ai amené des banderoles de tissu jaune sur Marmande et Samazan. Puis, j'ai amené du fromage puisque je fais du fromage. Et après, je connaissais quelqu'un sur Samazan. Et donc, je me suis implantée sur Samazan, après, sachant que du moment où je mettais les pieds dedans, j'allais pas en sortir. Voilà. Parce mais au début, toi les premières semaines des Gilets jaunes, tu t'es dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, au début, c'est pas évident à transcrire, quoi. Ouais. C'est pas... Ouais, après, on se demandait où on allait, quoi. Après, c'était très... on ouvrait les barrières, on faisait quelques actions, mais après, il n'y a pas eu forcément non plus de réponse. Ça a duré, c'était... on boit le café, on mange, on rigole, bon, une super solidarité, la fraternité, tout ça, quoi. Mais au fur et à mesure, c'est vrai qu'il n'y a rien qui... Il n'y a pas grand-chose qui bouge, voire rien, parce que si on prend 100% des citoyens, tout le monde n'est pas satisfait. Donc il faut, on s'est implanté et il faut continuer et il faut durcir la chose. Il faut que ça reste. Parce que alors Zaza, toi, comment Moi, je voulais parler de
de mon cas concret. Voilà. Donc moi, je suis gilet jaune depuis le début. Depuis le 17 novembre, on a commencé à Sainte-Bazeille sur le rond-point. Ça fait des années que je râle toute seule dans mon coin, que je me plains qu'il y a plein de choses qui me dérangent. Et dans ce mouvement, dans ces débuts de mouvement, je me suis dit, c'est l'occasion, c'est un samedi, tu ne perds pas une journée de travail et peut-être qu'on fera évoluer les choses. Parce que râler dans son coin, je me suis dit, à chaque fois, je ne faisais rien puisque c'était en semaine et j'allais perdre un jour de travail. Puis je suis allée sur ce mouvement, j'ai discuté avec beaucoup de gens. On s'est rendu compte il y avait beaucoup de gens qui étaient dans le même cas que moi, on n'est pas d'accord sur tout non plus, mais bon. Donc je suis restée très longtemps sur le rond-point de Marmande. Après, professionnellement parlant, j'ai senti que ça commençait à pouvoir avoir des conséquences sur mon milieu professionnel. Donc je ne mettais plus le gilet jaune quand je m'arrêtais au rond-point. J'ai arrêté d'aller au rond-point et je suis allée manifester à Bordeaux. Parce que dans la masse, on s'est moins visible. Et pendant des mois, tous les samedis, je suis montée à Bordeaux pour manifester, pour ne pas qu'on me voie localement parlant. Parce que j'ai l'impression que les gilets jaunes, on en a fait... c'est pire que l'extrême droite, quoi, ou c'est les vilains petits canards, quoi. Et quand on discute avec les gens, c'est ce que je ressens, quoi. Les gens ont une très mauvaise idée des gilets jaunes, alors que c'est faux, quoi. Les gilets jaunes, c'est des gens comme tout le monde et comme vous autres peut-être, quoi. Et je continue un peu moins parce que j'ai d'autres occupations, mais je suis toujours gilet jaune, quoi. Alors ça c'était assez frappant. C'est que beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils avaient eu, on dit vastement des problèmes. Alors que donc certains avaient été contrôlés, d'autres avaient été en garde à vue, on leur avait demandé combien ils gagnaient, on leur avait... Donc Mathieu, toi tu as été en garde à vue et qu'on leur demande est-ce que vous avez un permis de chasse? Est-ce que c'est donc... Ben, au tout début, ça a été. Je veux dire, depuis le 17 novembre, bon, ça allait. La gendarmerie, la police municipale supportaient bien jusqu'au moment où les élites ont commencé à dire que ça suffisait, qu'ils en avaient marre de voir les gilets jaunes. Un peu avant les européennes, comme tu disais tout à l'heure. Et donc là, la répression s'est fait sentir beaucoup plus. Lors d'une manifestation à Bordeaux, une des premières que j'avais fait à Bordeaux, je me suis fait arrêter avec ma compagne par la BAC à Bordeaux. Donc contrôle d'identité, mais pas un contrôle d'identité gentil, hein, un vrai contrôle d'identité par la BAC. Donc vous imaginez bien les bousculades qu'il pouvait y avoir. Et ensuite, ça s'est un peu calmé. Et puis, dernièrement, on a fait avec Marmande, et il y avait quelques-uns de Samazan aussi qui étaient là. On a voulu, Saint-Macaire aussi qui était là. On a voulu, après les élections, dire on remonte notre QG au rond-point de Leclerc. Et au départ, on a voulu marquer le coup, faire un petit coup en montant une cathédrale pour Notre-Dame, en hommage à Notre-Dame, sauf que ça n'a pas plu à la préfète et aux forces de l'ordre. Ils sont venus en masse nous déloger du rond-point. Voilà, c'était leurs ordres, je n'irai pas contre ça, hein. C'est leurs ordres à tous, donc voilà. Mais ils nous ont délogés avec perte et fracas, m'ont embarqué parce que j'étais ciblé, on me l'a bien dit, j'étais ciblé en tant que référent du groupe de Marmande, j'étais ciblé, ils m'ont embarqué, garde à vue, bon pas longtemps, hein, ils m'ont gardé une soirée. Avec prise d'identité, les empreintes, comme si j'étais un terroriste. Oui, à Marmande, par la gendarmerie de Marmande, sur le boulevard Méniel, comme si j'étais un terroriste. Alors, juste une question, combien de vitrines cassées à Marmande? 0. Combien de voitures cassées à Marmande? 0. Combien de... Alors, vous avez brûlé combien de poubelles? 0. Donc, vous, de votre côté, vous avez... je dois dire, moi, quand je suis venue en décembre, de l'expérience que j'ai eue et quand je suis repassée, donc c'est avant ce dont on parle, ça se passait, allez, disons-le, assez bien avec les forces de l'ordre. Oui, très bien. C'était voilà, c'était des négociations entre humains. Enfin, qu'importe les uniformes des uns et des autres, c'était voilà, vous faites ça, oui, on fait ça. C'était voilà, on négociait, très pacifique, on déclarait en mairie, toutes les manifestations étaient déclarées en mairie. Les dernières, la mairie nous les a refusées parce qu'on voulait continuer à faire des marches pour se montrer, puisque
Beaucoup de gens disent le mouvement est mort. Non, on est toujours là. Et pour se montrer, justement, on voulait faire des marches. Mais je pense que là-haut, ils ont donné des ordres comme quoi toute manifestation déclarée ou non était répréhensible. Donc, ils essayent c'est eux qui essayent de tuer le mouvement d'en bas. Sauf que, vous le voyez, dans l'Assemblée, il y en a partout. Les gilets jaunes. Vous aviez une jolie expression, c'est de dire, je ne sais plus avec qui on discutait hier pour préparer ce débat, c'est « ils ne veulent plus de jaune ». C'est-à-dire on peut faire ce qu'on veut, mais plus en jaune. Voilà. Donc, tu veux dire quelque chose, Rémi? Oui, par rapport à la répression qu'il y a eu. Donc, effectivement, il y a eu Mathieu, qui était un des premiers à s'en aller du rond-point quand on nous a donné l'ordre de s'en aller. Et donc, ils sont allés chercher Mathieu derrière les premiers rangs de gilets jaunes. C'est pour expliquer comment ça s'est passé. Donc, effectivement, il était ciblé. Mais il y a eu d'autres cas parmi nous qui ont subi des choses bizarres. On ne va pas tirer des conclusions, mais... Contrôles fiscaux, tu parlais? Moi, je parle de... Je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler. Mais j'allais y venir parce que j'entends... Pardon, Rémi, continue. Vas-y. Donc, je ne vais pas parler de ton cas, tu vas en parler toi-même. Mais bon, lui, il a subi de l'oppression, moi j'appelle ça comme ça. Un copain à nous qui était sur une manifestation s'est fait casser une côte par un flashball de dos. Donc ça, c'est sur les grosses manifestations dans les grandes villes. Et on a un des nôtres, on l'appelle Papy Pétard, parce que bon, il est dans les bidons en feu, il met des vieilles bombes aérosols, ça pète, il est content. Voilà, c'est son jeu. Et on a tracté effectivement le samedi d'avant les élections européennes des tracts. Et il y en avait un qui a été classé comme politique. Enfin, et on était en dehors de la période de tractation politique, etc. Donc il s'est fait convoquer au commissariat. Il a quel âge, 85 ans, quelque chose comme ça? 80 ans passés, donc c'est quand même une personne, je suis désolé pour les anciens, mais à 80 ans, ce genre de phénomène, ça peut éteindre une vie, moi je dis. Et bon, ça va qu'il est résilient, hein, c'est pas Pipétard, donc ça va. Mais on lui a demandé s'il avait le permis de chasse, combien il touchait de retraite, quelle propriété il avait. Voilà, on l'a harcelé, moi j'appelle ça comme ça. Et puis on lui a dit, tu vas recevoir une convocation. Il veut même plus nous appeler ni avoir les numéros de téléphone dans son téléphone pour nous protéger. Donc il a bien dit que lui, il était rentré dans le mouvement parce qu'il avait vu les forces de l'ordre écraser la tête d'un gamin d'un des nôtres par terre. Et c'est pour ça qu'il est rentré dans le mouvement. C'est ce qu'il a précisé aux forces de l'ordre. Donc voilà l'histoire. Il y a Raymond qui avait donc pris un tir de flashball dans le dos, s'était fait casser une côte, qui est allé porter plainte à la gendarmerie. Et au lieu de prendre sa plainte, point barre, en fait, il a eu les mêmes questionnements. Combien tu gagnes, quelles sont tes retraites, quelles sont tes propriétés, etc. etc. Donc, on peut se poser la question, pourquoi il se passe ce genre de choses? Et paradoxalement, on a des très bonnes relations avec les forces de l'ordre locales. Donc, on peut se poser des questions, savoir si c'est pas télécommandé, etc. etc. Voilà. Et après, il y a l'histoire de Kéké. Oui, avant de parler de mon histoire, puisque de toute façon on va être tous lotis à la même enseigne, c'est qu'il faut oser employer le mot, et moi je vais l'employer. On est sous une dictature, il n'y a pas d'autre mot. Pourquoi j'emploie ce mot-là? Parce que, tout simplement, le mouvement a commencé au mois de novembre, pardon, et au mois de décembre, il s'est passé quelque chose, vous l'avez peut-être vu dans les médias et la télé, l'État n'a trouvé que d'autres solutions pour faire peur et calmer ce mouvement que d'envoyer des blindés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'État, il a beau me dire ce qu'il veut, il s'est retrouvé acculé par un mouvement social où il a dit « mince, depuis le 17 novembre, octobre, décembre, les fêtes arrivent, il est hors de question qu'économiquement, le pays soit saccagé par les gilets jaunes. » Ce n'était pas le but. Donc voilà pourquoi on en est rendu tous à être un petit peu les porte-paroles un peu visés. Tu disais même dans ton travail, tu as subi, c'est ce que tu voulais dire. Ben, je travaillais sur Marmande au moment où le mouvement a commencé. Je travaillais sur la gare de Marmande. J'étais de nuit, donc à la SNCF toujours. Ouh, faites-le, ça sera fait. Et donc je travaillais la nuit et ça me laissait du temps, bien sûr, pour retrouver, parce qu'on s'appelle tous comme ça, notre petite famille Gilets jaunes et d'essayer d'avancer dans ce mouvement. Et au bout de quelques mois, de 2 mois, on m'a dit « Monsieur Desca, vous nuisez au collectif de l'entreprise et donc vous allez arrêter de travailler de nuit à Marmande et vous allez partir travailler plus loin. » Donc 2 jours. Bon, ça c'était le premier avertissement. Donc je suis parti et manque de peau, plus loin, il y avait encore des gilets jaunes, puisqu'il y avait encore un rond-point.
Donc on a vu de nouveaux gilets jaunes, on a continué un petit peu à discuter. Et dernièrement, étant donné que je n'ai pas l'intention de lâcher le morceau et que même si vous avez l'impression de ne plus nous voir, on continue à travailler différemment, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais dernièrement, on m'a gentiment demandé de représenter toutes mes fiches d'impôts depuis 2015, avec mes fiches de salaire. La fois où on a été, on en parlera plus tard aussi, convoqué sur Bordeaux pour une affaire extraordinaire, j'avais tué un journaliste. Bon voilà, ça a été très 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 loin. Donc moi je le dis, l'État a eu peur de ce mouvement parce qu'à un moment donné, il y avait du monde dans la rue. On a beau me dire ce qu'on veut, les gens qui ont participé aux manifestations, vous ne l'avez peut-être pas vu dans les médias, mais ça c'est un autre débat parce que ça n'a pas été mis en avant, ça n'a pas été mis en avant comme nous on aurait voulu. Il y a un débat avec BFM en fin de journée. Hein, voilà. donc voilà, pour nous ça a été plus ou moins caché et la répression qui est actuellement mise en place, j'ai un peu honte de le dire, mais certains l'ont déjà connu et je peux vous dire que cette répression, cette milice qui a déjà eu œuvré est pas loin de réitérer et surtout, voilà. N'oubliez pas qu'on est de simples citoyens et de là à se faire tirer dessus pour des flashballs parce qu'on manifeste, ça devient dangereux. Il y a une chose qui est intéressante et je pense qui est la chose qui préoccupe aussi tous ceux qui regardent ce mouvement, c'est, et même les gens eux-mêmes, c'est où ça va. Voilà, où ça va. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'au départ, en décembre, quand je suis arrivée sur ces ronds-points, beaucoup de gens me racontaient les choses de la même façon. J'étais chez moi, devant la télévision, à insulter la télévision depuis des années. Et quand j'ai vu qu'il y avait des gilets jaunes, je me suis dit, voilà, c'est pour moi, je vais y aller, et au moins, je vais être avec des gens qui me ressemblent. Et tous ces gens, donc j'ai reposé la question hier, donc je me permets de faire la réponse moi-même, c'est tous ces gens m'ont dit, je leur ai demandé à tous, est-ce que vous vous connaissiez avant? Et très peu se connaissaient. Donc c'est-à-dire, il s'est créé quelque chose où les gens n'avaient pas de contact, habitaient parfois à 500 mètres les uns des autres, mais n'avaient pas de contact les uns avec les autres. Et il s'est créé quelque chose, il s'est créé des liens, il s'est créé une solidarité, où les gens se sont mis à parler de sujets, alors parfois un peu politiques, parfois économiques, souvent du pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'on achète, comment on s'en sort, à quoi ressemblent les fins de mois, qu'ils n'osaient même pas aborder en famille. C'est-à-dire qu'on a mis sur la table, entre personnes qui ne se connaissaient pas une heure plus tôt, bah toi, est-ce que toi aussi, tu as du mal à boucler le mois? Oui, moi aussi, j'ai du mal à boucler le mois. Mais comme il me semblait être le seul, je n'osais pas en parler en me disant, c'est moi qui ai tort. Ben, en fait, je vois qu'on est tous dans le même cas, c'est que donc il y a bien un problème collectif et non pas un problème individuel qui était le mien. Et donc, il y avait ça. Et histoire que j'ai vue de mes yeux à un rond-point, c'est il y avait une jeune femme qui arrêtait les voitures et qui disait, voilà, on est un mouvement, on est les gilets jaunes. Et il y a un type qui dit, mais vraiment, vous n'êtes qu'une imbécile, qu'est-ce que vous faites, à quoi ça rime, votre truc, etc. Qu'est-ce que vous allez gagner? Qu'est-ce que vous allez gagner à arrêter les gens, à nous emmerder, à nous faire perdre du temps sur un rond-point? Et cette jeune femme a répondu, eh bien, j'ai déjà gagné. J'ai déjà gagné parce que sinon, où je serais? Seule chez moi à faire les mots croisés. Et là, on est à plusieurs et on parle et on a retrouvé une forme de collectif, une forme de collectivité qui n'existait plus et que je ne connaissais plus. Donc vous, par rapport à ça, par rapport à ce qui s'est créé sur les ronds-points, collectivement, humainement, comment ça s'est passé? Voilà, Claude. Bon, moi, quand je suis arrivée sur les ronds-points... Qu'est-ce que tu faisais avant d'arriver? C'était quoi tes journées avant d'arriver sur les ronds-points? Une vie courante, les courses, le ménage, les amis, voilà. Voilà, de la couture, bon, parce que je fais de la couture, bon, voilà. Bon, ceci dit, disons, j'ai reçu les mots de notre cher président comme une gifle, me traitant de fainéant, illettré, tout ce que vous voulez. Personnellement, ça m'a choqué. Bon, parce que bon, j'ai quand même un certain âge et ça, je ne tolère pas qu'un gamin qui pourrait être mon fils balance ça impunément à n'importe qui sans les connaître. Bon, ça m'a amené sur les ronds-points. Je ne vais pas aller à Saint-Mazan, je vais aller à Gaujac parce que c'était le plus près de chez moi. Les voitures étant mal stationnées, voyant le monde qu'il y avait... À quoi ça tient, hein? Très peu, hein. Très peu. Voyant les voitures de gendarmerie... Oh, j'ai dit, attends, ils vont me mettre un PV parce que je suis mal stationné, j'ai des kilomètres à faire, je vais aller à Saint-Mazan, il y a l'air de covoiturage, je pourrais stationner. Et là, j'ai été très bien accueillie, je me suis retrouvée, on était au moins 170 personnes ce jour-là, on ne se connaissait pas, on s'est quitté le soir comme si on ne s'était jamais toujours vu, quoi.
Et on s'est dit à demain, voilà. Et le lendemain, on a dit, bon, voyons ce monde, on avait tous les mêmes idées, la même chose. C'était au départ le pouvoir d'achat, la taxe sur les carburants, c'était la goutte d'eau, la flamme qui nous a soulevés, moi je trouve. Et parce que maintenant, ça a dépassé ce qui nous avait réveillés, quoi, je dirais. Bon, mais donc on est restés unis, on a dit maintenant, il ne faut pas s'arrêter, ne serait-ce que pour les enfants, les petits-enfants, les gens qui ne peuvent pas venir, il faut continuer. Voilà, et moi, je n'avais jamais manifesté, jamais syndiqué, quoi que ce soit. J'avais passé 1968 obligée de travailler parce que je travaillais dans une entreprise réquisitionnée, une entreprise de pansement dans la région lyonnaise. Donc, j'ai dit ça, c'est la dernière opportunité que l'on a. Et je pense toujours que c'est la dernière opportunité que l'on a pour réagir. Alors là, tu voulais dire quelque chose? Ouais, vas-y. Moi, pareil, je suis venu à partir du 17, je travaillais, donc je venais quand je pouvais. Et puis, de l'aquaculture, hein, toi? L'aquaculture, mais à cette époque-là, j'étais dans des difficultés, je faisais de l'intérim pour faire rentrer de l'argent. Mais ce que j'ai vu, moi personnellement, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, on ne fait pas partie d'une corporation, d'un secteur d'activité, et même des mêmes partis, comme on en a parlé dans les médias, il y a effectivement des extrêmes. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que les extrêmes discutent entre eux. En fait, on refait société, c'est-à-dire qu'on n'est pas infirmier urgentiste, journaliste, employé à la SNCF, comptable, etc. En fait, on est citoyen. C'est un mouvement qui est citoyen et c'est ça que j'ai trouvé très intéressant parce qu'il n'y a pas de secteur. Et ça peut peut-être faire aboutir une sorte d'intelligence collective qui ne se laisse pas limiter par les ornières de ses propres conditions sociales ou professionnelles, quoi. Si je peux me permettre, Florence, pardon, il ne faut pas oublier que sous notre drapeau français, liberté, égalité, fraternité. Et ce qui a été retrouvé dans ce mouvement des Gilets jaunes, c'est ce qui a été dit par tout le monde, il nous en manque que 2, mais au moins on a retrouvé la fraternité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des gens se sont dit, eh bien, je vais me lever pour aller retrouver mes amis, mes copains, les gens qui sont dans la même galère que moi et qui ont envie peut-être de faire avancer les choses. La liberté, on l'a. Nous, on estime qu'on l'a de moins en moins, mais parce qu'on est peut-être dans un mouvement qui fait qu'on est dans l'opposition, donc on pense avoir un peu moins de liberté. L'égalité, eh bien, on en est encore très très loin parce que, bon, voilà, on pourra en discuter, mais la fraternité a été retrouvée dans tous les cas. C'est vrai. Et donc, là, l'idée est aussi que vous participiez. Donc, est-ce qu'il y a déjà des questions? Il y a là quelqu'un qui va passer le micro. S'il y a déjà une question, voilà, un monsieur là. Désolé. Oui, je voulais savoir, je me demandais pourquoi... Vous vous présentez peut-être un peu? Oui, je m'appelle Antonin Weber, je suis photographe, photojournaliste, et je voulais savoir pourquoi est-ce qu'il n'y avait personne des forces de l'ordre qui était présente lors de ce débat? Est-ce que vous avez cherché à les inviter au débat? Hein? Ouais. Je n'ai pas cherché à les inviter et l'idée n'était pas de faire un débat, de reproduire une manif virtuelle Gilets jaunes contre force de l'ordre. Ça c'est mon idée à moi. Hein. Donc eux, je n'aurais même pas demandé leur avis. Donc moi, mon idée à moi était de dire, on va pas faire, voilà, alors les gars, serrez-vous la main. Enfin, je sais pas, ça me semblait pas un endroit et pas un format qui pouvait correspondre. En revanche, il y en a, je pense, certains dans l'assistance qui, si le devoir de réserve leur permet, je pense qu'il y a aussi cet aspect-là, sont les bienvenus pour poser des questions ou donner leur avis. Florence, je vais aussi répondre parce que Lolita vient de me le signaler. Ils ont dans leur groupe une jeune fille qui veut être gendarme et donc elle lui avait proposé de venir aujourd'hui avec nous, sauf qu'elle n'a pas le droit du fait qu'elle veuille être gendarme. Donc je pense que, comme disait Florence, il y a peut-être ce droit de réserve qui n'ont... Voilà. Mais je n'ai pas cherché à le faire, ça je le dis tout net, parce que ça me semblait pas... Enfin, ça me semblait artificiel, voilà, pour dire les choses. Et si ça peut vous rassurer, le seul policier français qui a osé prendre la parole en disant, l'anglois, en disant « Oups, il se passe quelque chose dans notre pays », il a été gentiment limogé.
Donc je ne pense pas que les forces de l'ordre aujourd'hui seront présents. Si, madame. Si. Ben, si vous pouvez me dire ce que vous voulez, il a été limogé. Ce monsieur a pris la parole en disant qu'il se passait des violences policières et la seule réponse qu'a eu son ministère, c'est de le limoger. Et ça pose effectivement une question qui est très intéressante. Non, madame. Désolée, c'est à titre conservatoire. Pour l'instant, c'est 1 an de suspension, mais il n'est pas limogé. Sans salaire. Enfin, oui, non, mais je sais, il y a une caisse... mais c'est formellement, vous avez raison. Il y a une caisse qui tourne, d'ailleurs, si les gens sont intéressés, il y a une caisse qui tourne pour l'aider. Voilà. Mais merci madame, vous avez bien fait de... Formellement, vous avez raison, mais ces enfants vont manger des patates pendant 1 an. Voilà. Donc c'est ça. Et on parle de citoyenneté. Les forces de l'ordre sont des citoyens comme les autres, et est-ce qu'ils ont le droit d'exprimer leur... Monsieur. Oui, bonjour, je suis Alain Marlière, je suis retraité. Et là, je vais m'exprimer au niveau du mouvement général. Bien sûr. Quand j'ai vu, Florence, quand j'ai vu vos articles, ça m'a vraiment ému. J'ai été vraiment très, très retourné un peu par ce que vous avez pu faire ressortir. Mais après, vu l'évolution de choses, j'étais très en colère. J'étais très en colère, pas contre le mouvement proprement dit, parce que j'estimais qu'ils avaient des revendications qui étaient totalement légitimes et que je ne comprenais pas pourquoi ils ne se sont pas constitués. Le mouvement en général ne s'est pas constitué en mouvement politique, alors que ça aurait pu élargir d'autant plus, si vous voulez, encore continuer d'élargir, si vous voulez, le spectre de la représentation nationale. Voilà. Juste une question sur ce que vous avez dit, monsieur. Christophe. Faut pas oublier, moi je suis d'une génération qui n'a jamais été très groupie du ministère de l'Intérieur, mais faut pas oublier qu'on a voulu tuer des forces de l'ordre. Hein, donc ceci explique peut-être cela. Et que le mouvement, j'estime que le mouvement en général, il a passé un pacte avec le diable parce que en reposant sur la violence. Et je pense que l'histoire, malheureusement, ce que l'histoire retiendra, c'est pas la fraternité retrouvée, c'est ce symbole de la statue éborgnée du musée de l'Arc de Triomphe. Voilà. Alors, donc... Non, tout le monde attendez, tout le monde s'exprime et il n'y a pas de comme ça. Dans cette salle, l'intérêt, c'est que tout le monde donne son avis et le donne dans la sérénité. Donc pas de voilà, c'est des débats contradictoires et c'est fait pour ça. Donc qui veut répondre sur la violence, la relation entre le mouvement et la violence? Alors c'est vrai, monsieur, moi je donne un petit avis à côté et je passe immédiatement la parole. C'est que c'est vrai que ça a toujours été, ici à Marmande un peu, mais très souvent dans d'autres endroits où je suis allée, quand on évoquait la violence, de mon expérience, après ils donneront leur avis à eux, il y a toujours un flottement. Alors on dit, voilà, ouais, mais ça casse. Alors, ouais. Est-ce que, alors on veut les forcer souvent à dire, est-ce que vous condamnez les violences, est-ce qu'il faut arrêter, etc. Donc la plupart disent, non, je ne les condamne pas, parce que je pense que chacun s'exprime comme il veut. Et donc, c'est une réponse que j'ai entendue de manière générale. Et c'est vrai que ça a provoqué, à mon avis, une distance du mouvement avec un certain nombre de Français, qui est celle que vous racontez aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, Mathieu? Moi, je vais répondre au monsieur question politique, puisque vous avez posé la question, pourquoi on ne s'est pas créé en mouvement politique? Parce que déjà, à la base, le mouvement est apolitique. Nous recevons tous les gens qui sont venus sont de partis différents, donc de religions différentes, de métiers différents, comme on l'a dit. Donc, pour regrouper et faire un parti, je veux dire, il faudrait que tout le monde soit sur la même ligne. C'est pas possible. On est tous différents et on a tous nos idées, nos façons de voir les choses, et regrouper tout ça sur un parti politique, comme il a été fait pour les européennes, par exemple, le parti des Gilets jaunes qui s'est présenté aux européennes, nous on était contre. Parce qu'on n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour changer les choses. La politique, c'est ce qui nous a toujours tués depuis 40 ans, voire 50 ans. Je veux dire, la politique, les politicards ne sont pas là pour nous, ils sont là pour eux. Et nous, on veut être là pour les citoyens, pour nous et les citoyens. On se bat pour tout ça. Mais créer un mouvement politique qui aurait pu être
rattrapés par d'autres groupements politiques et avec nos petites compétences qu'on a, on aurait pu se fourvoyer, partir à droite, à gauche, au milieu, au centre, derrière, devant, on ne sait pas. Donc plutôt que d'être récupéré par d'autres partis et se fourvoyer, on a préféré rester complètement apolitique et dire, eh bien, on va se débrouiller avec nos moyens de citoyens. Voilà. Et ensuite, pour la répression, je laisse la parole à Christophe. Ouais, juste pour rebondir sur le côté politique. Alors, de là à dire qu'on est apolitique, oui, mais au sens noble du terme. C'est-à-dire que oui, monsieur, on fait de la politique. On est bien d'accord là-dessus. Moi, j'ai toujours dit qu'on était apolitique, mais qu'on allait finir par faire de la politique, mais notre politique. C'est-à-dire la politique qui va permettre au peuple de reprendre un petit peu sa souveraineté. Parce que là, je ne suis pas très calé en politique, mais il me semble qu'il y a 2 ans, on a élu quelqu'un. Et maintenant, on attend pendant 5 ans de savoir ce qui va se passer. Sauf que là, ça fait déjà 18 mois qu'on s'aperçoit que ça ne va pas trop bien. Donc nous, ce qu'on est en train de se dire, c'est que peut-être qu'en travaillant sur la réflexion qu'on fait, on parlera peut-être plus tard du référendum d'initiative citoyenne, si on en parle, mais voilà ce qu'on est en train de faire. Donc oui, on va finir par faire de la politique, mais de la politique au sens noble du terme. Et non pas, je suis politicien, vous m'avez donné tous les pouvoirs, je décide, et si vous n'êtes pas d'accord, ça sera quand même comme ça. Voilà, donc nous, ce qu'on veut changer, c'est peut-être se mettre à faire de la politique, peut-être retourner vers les syndicats aussi, parce que les syndicats, il ne faut pas oublier qu'on était apolitique, mais aussi à syndicat, puisque jusqu'à preuve du contraire, moi étant syndiqué depuis un certain nombre d'années, je n'ai pas vu grand-chose se passer avec les syndicats non plus. Donc, on a décidé à un moment donné de se dire, on va faire sans eux, et peut-être qu'à un moment donné, ils vont s'apercevoir que sans eux, on est capable de faire quelque chose, ils vont peut-être venir vers nous. Et c'est ce qui est en train de se passer petit à petit, je vous rassure que les syndicats sont en train de venir vers nous, les échéances municipales arrivent, et certains partis politiques aussi sont déjà en train de venir vers nous. Mais on n'en est pas encore là. Pour revenir sur la violence, oui, il y a eu de la violence. Mais il y a eu de la violence, malheureusement, moi je l'appelle légitime. Pourquoi légitime? Parce que quand vous êtes sur une manifestation avec des personnes âgées, avec des personnes à mobilité réduite, qui sont juste là, sur une manifestation déclarée, qui sont juste là pour exprimer leur ras-le-bol, dans une rue que vous connaissez certainement tous, ou peut-être pas, mais la rue Sainte-Catherine qui se trouve à Bordeaux, où on est en train juste de marcher avec des anciens, avec des jeunes, avec des handicapés, avec des personnes à mobilité réduite, et que tout à coup, pour la raison que je ne connais pas, l'État donne l'ordre de canarder les gilets jaunes. Et quand je vous dis canarder, c'est de la lacrymo, c'est des bombes anti-décerclement dans la rue Sainte-Catherine, où des gens sont en train de faire les courses, et que nous, on est juste en train de dire on n'est pas content. Donc oui, il y a eu de la violence. Il ne faut pas exagérer non plus, parce que si on en parle vraiment, je ne pense pas que vous ayez des yeux crevés, des mains coupées et 2600 blessés, c'est les forces de l'ordre, parce qu'on en est rendu là chez le mouvement des Gilets jaunes. Il y a quand même des gens qui sont mutilés, plus de 500 mutilés, des mains, des bras, des jambes. Voilà. Donc oui, il y a eu de la violence. Et après, je ne sais pas, je pose la question, parce que moi je ne l'ai pas connu, mais pour avoir discuté avec des anciens, parce que je le répète, il y a beaucoup d'anciens qui ont lancé ce mouvement, ils sont encore là. Je ne pense pas qu'en mai 68, vous avez lancé des bombes à eau. Hein. Je pense qu'en mai 68, la violence a fait qu'à un moment donné, le mouvement a pris de l'ampleur et que peut-être le gouvernement a dit eh bien, tout compte fait, le pacifisme c'est bien, mais il va peut-être falloir passer à autre chose. Donc on n'en est pas encore à casser tout ce que... Et pour revenir par contre, parce que ça je ne peux pas l'accepter, pour revenir sur le sujet de la flamme du soldat inconnu, ce que vous avancez, monsieur, moi je peux vous le dire et je peux être pris à partie par n'importe qui, c'est faux. Ce ne sont pas des gilets... Mais moi, je vous le dis, monsieur, et on peut demander... Ah non, mais moi, je vous le dis, j'ai la vidéo, et on peut de suite aller se mettre dans un coin et diffuser la vidéo dans le monde entier. Aujourd'hui, la flamme du soldat inconnu a été protégée par 3 gilets jaunes qui ont mis une barrière parce que les forces de l'ordre ont chargé les gilets jaunes sous l'Arc de Triomphe, et en chargeant l'Arc de Triomphe, ils ont éteint la flamme du soldat inconnu. Donc, je ne peux pas vous laisser dire que les gilets jaunes ont fait ce sacrilège-là. C'est pas vrai. Bon, on attendra les résultats de l'enquête. Hein. Je voudrais rajouter quelque chose sur la violence. Au début du mouvement, j'amenais ma fille avec moi qui a 16 ans. Donc on restait sur Marmande, on allait sur les ronds-points à Saint-Mazan et tout ça, pas de problème. Après, comme je vous expliquais tout à l'heure, je suis partie sur Bordeaux. Première fois, j'y suis allée toute seule. Quand je suis rentrée, mon mari me dit « Alors ?» Je lui dis « Franchement, c'est la guerre. » Je lui dis « Je n'ai jamais vu ça. » Alors, je ne sais pas si... Enfin, il faut le vivre pour pouvoir se rendre compte de la peur que ça peut engendrer, quoi. Il y a déjà quelque chose que je trouve quand même hallucinant. Le début des manifestations était déclaré, donc elles étaient toutes autorisées.
pourquoi au grand péage, il y avait des contrôles policiers où ils fermaient 4 ou 5 barrières de péage sur l'autoroute pour arrêter les voitures, pour piquer les masques que l'on l'amenait pour se protéger des lacrymos, donc des petits masques tout simples en papier. Pourquoi on nous prenait les lunettes de piscine pour éviter que les lacrymos nous brûlent les yeux? De quel droit après on nous supprime les gilets jaunes quand on nous contrôle, quand on arrive dans les grandes villes comme Bordeaux? De quel droit? Depuis quand c'est interdit de porter dans son sac à dos un gilet jaune? Moi, j'aimerais qu'on me réponde à ces questions-là, quoi. Mais en face de nous, il n'y a jamais personne pour nous répondre, quoi. Et ma fille, je ne l'ai jamais amenée parce qu'il y avait une violence inouïe. On marchait tous pacifiquement et d'un seul coup, on voyait des gens courir en sens inverse. On regardait en l'air, on voyait des tirs de lacrymo. J'ai vu des LBD tirer devant moi, j'en ai pris en photo. Le mec l'a ramassé devant moi de plein pied. Le pompier de Bazas, quand il s'est fait tirer dessus, j'étais juste derrière dans la rue Sainte-Catherine. Hein. Il s'est fait quand même tirer dessus de dos. En fait, il fuyait dans une petite rue parce qu'en face, on nous lançait de la lacrymo dessus, quoi. Il arrive un moment donné, mais je comprends qu'à force d'aller manifester gentiment, les gens en aient ras-le-bol, quoi. Juste un mot, c'est vrai que j'ai vu l'évolution de ce mouvement et de ces mêmes personnes, et que c'est vrai qu'en décembre, il y avait une chose qui était assez impressionnante, c'est qu'il y avait des discussions sur comment manifester, etc. à l'époque, où ce problématique de violence existait assez peu, j'allais dire. Et la plupart des gens avec lesquels je parlais, tous d'ailleurs, je dirais 90%, étaient même choqués quand on parlait, par exemple, des quartiers difficiles, etc. Ouais, là-bas on brûle des voitures, etc. Étaient des gens, j'ose pas dire viscéralement contre la violence, mais pas l'un. Enfin, c'était même un moment, je me souviens, ils avaient arrêté quelqu'un au rond-point et son rétroviseur avait été un peu frappé, mais ça avait fait un drame. Voilà, c'est honteux de faire ça. Enfin, c'était pas du tout des gens qui étaient dans cette problématique-là, mais même du tout. Hein. Je me souviens, ils n'osaient pas aller aux manifestations, même à Agen, en disant « non, ça va être trop violent », etc. Et d'entendre les mêmes dire ça aujourd'hui, je dois dire, c'est très surprenant. Lolita, tu voulais dire quelque chose? Ça a été dit à peu près. Bon. Alors, dans l'Assemblée, voilà. Vous passerez le micro après à la dame devant vous. Bien sûr. Donc Jean-Michel Ségard, je vais revenir juste effectivement sur, on parle de violence. Alors ce que j'ai dit au préfet directement entre quatre yeux, c'est que la première des violences, c'est la violence de l'absence d'une non-réponse, d'avoir l'impression d'avoir un vide sidéral, des autistes en face, qui jamais ne répondent lorsque l'argumentation en plus peut être pertinente. Et surtout les gens qui argumentent pertinemment sont classés rouges et après c'est ce qu'on appelle effectivement l'office, le harcèlement administratif, qui est bienvenu et d'ailleurs on va vous passer la totale. Donc c'est vrai que maintenant il faudrait reclarifier par rapport à ce qu'on dit quand on parle de démocratie ou de politique. Vous dites apolitique. En fait, non, vous faites de la politique. Moi, ce que j'appelle les partis politiques, chez moi, je les appelle de la petite cuisine. C'est la petite tambouille. Vous avez quoi comme profession, monsieur, vous? Je suis alors, j'ai été formé dans une organisation non gouvernementale de recherche appliquée en aménagement et développement local. Et je fais donc du développement local. Voilà, vous n'êtes pas spécialement sur les ronds-points. Alors, non, mais j'y étais à chaque fois que j'ai pu. J'ai même été montrer mon gilet jaune au préfet, sous ma veste, parce que c'était lors des vœux de Bordeaux Métropole. Et effectivement, je voulais aller lui dire en particulier, seulement si j'avais mis le gilet jaune dessus, je rentrais pas. Donc forcément, je l'ai mis dessous, mais je lui ai montré directement en lui disant, vous savez sa première réponse? Vous êtes qui? Attendez, monsieur l'Allemand, je vous ai vu ici même il y a un an, je vous ai demandé un rendez-vous et c'était une absence de rendez-vous. Et c'est là où je lui ai dit, mais vous savez, je vous demande un rendez-vous. Alors vous me dites, on ne peut pas me recevoir avant mars-avril. Ok, je renvoie fin mars un courrier. Là, 15 jours après, rappelant, parce que je n'ai pas de nouvelles, on me fait savoir que je recevrai un courrier. Bon, il était à la signature, c'est la secrétaire qui me l'a dit. Comme par hasard, 2 mois après, toujours rien. Quand je relance, on me fait savoir qu'on ne me recevra pas. Donc j'ai été lui dire ça directement en disant, bah, la première des violences, elle est là. Si j'ai pas ce que j'ai dans la tête, vous prenez un coup de poing dans la gueule, quoi. C'est clair, net et précis. Voilà, ça c'est pour dire la violence, elle est là, au premier degré. Donc j'aime bien, je suis membre de la Ligue des droits de l'homme par ailleurs. Désigner les gens comme invisibles, c'est ça que vous voulez dire. Vous n'existez pas. J'aime bien dire je ne vous vois pas. Un humaniste est quelqu'un qui a conscience que les autres existent et que ses décisions, ses gestes peuvent les impacter ou les impactent. Donc avant, on réfléchit. Et quand on a des demandes, des sollicitations, eh bien,
au moins un courrier, au moins quelque chose, mais l'absence de réponse, le vide, je ne veux pas vous recevoir. Mais ils n'ont pas le même dictionnaire que nous. Hein. Quand on demande la justice fiscale, eux, ils disent moins d'impôts pour tout le monde. Non, justice fiscale, c'est le CICE, 24 milliards d'impôts gravés maintenant dans la loi à la place d'un dispositif. J'ai eu le tableau du groupe Carrefour. Le tableau du groupe Carrefour est significatif. 2,786 milliards touchés de cotisations CICE depuis 2013 à 2018 par le groupe. 2440 millions reversés là, aux on va actionnaires. Perdre. Je vous assure que là, on n'est pas concentré sur les chiffres. Le groupe Carrefour s'est fait 400 millions, millions de bénéfices sur le dos des cotisations sociales, qui est un salaire mutualisé différé. Donc voilà. D'accord, merci monsieur en tout cas. Allez-y, je voulais juste clarifier pour le politique. Parce que au niveau du politique... On fait des interventions courtes parce que sinon tout le monde n'aura pas. Non mais je voulais juste intervenir sur le politique. Les partis politiques, c'est la petite cuisine. C'est passe-moi le sel, file-moi le beurre, t'as pas un poste. C'est comme ça que ça marche. Et la démocratie est inclusive et un parti par essence est exclusif. Il y a une incohérence à la base. Ça doit être un mouvement qui rassemble dans le dialogue et dans le respect de chacun. Voilà. Merci. Merci parce que vous avez bien dit les choses. Bon, comme dit Florence, on n'est pas là pour débattre politiquement de ce qui se passe. On est là pour vous expliquer un peu le mouvement des Gilets jaunes. Mais monsieur a fait une très bonne intervention sur ce sujet. Vous aviez une question, madame ? Oui, question. Et puis il y a juste un petit témoignage après. Question, c'est pourquoi justement dans ce festival, il n'y a pas un thème que sur les Gilets jaunes ? Alors là, il est là quand même. Non, par rapport aux autres thématiques en tête de chapitre. C'est l'ouverture du festival. Alors là, je ne peux pas vous laisser dire ça, madame. Je ne peux pas. Ah non, là c'est. Après, je parle de thème, c'est tout. C'est pourquoi en décembre, c'est que ça la question. Et là, après le témoignage, je pense que la violence est légitime de part et d'autre. On ne peut pas penser que l'État ne va pas réagir. Que pour se démarcher, c'est sûr qu'une manifestation sans qu'il y ait de violence n'a plus d'impact en France depuis des années, on l'a remarqué. Donc ça, c'est légitime, mais de part et d'autre. La violence est... Vous avez quel type de profession ? Retraité. Retraité. Et par contre, en termes, juste le truc, je fais partie d'Amnesty. Voilà, et donc je fais partie d'Amnesty International et j'ai du mal à imaginer quand même qu'on puisse penser qu'en France on est dans une dictature. Juste là. Ah, désolé madame. Attends, je peux intervenir ? Allez-y. Oui, moi donc je suis agriculteur retraité. Donc j'ai vu le mouvement des Gilets jaunes comme une réaction au début. Je dirais enfin les gens réagissent. Parce que c'est vrai que l'injustice que l'on découvre et que l'on connaît des fois fait réagir. Par contre, dans l'évolution, je ne m'y suis pas du tout retrouvé, je vous le dis tout de suite. Je n'ai pas bien compris. Alors peut-être parce que moi je suis un vieux syndicaliste et que j'ai l'habitude de fonctionner en groupe. Et que inévitablement, à un moment donné, il faut qu'on réfléchisse en groupe, mais qu'il y ait des gens qui portent les revendications. Donc il faut inévitablement s'organiser. Donc c'est là où je pense que ça a pêché un peu, mais c'est dû sans doute au mode de fonctionnement qui était un peu spontané, donc c'est normal. Par contre, je vais en rester là par rapport à ça, et c'est vrai que je crois que, un point d'abord, c'est un mouvement très politique, contrairement à ce que vous dites, c'est pas apolitique, hein. Vous l'avez dit, c'est pas apolitique, et c'est facile de cracher sur les politiques, hein, mais je ne crois pas que tous les politiques soient des gens qui viennent à la soupe, ça c'est trop facile. D'abord, c'est pour ça qu'on en est aujourd'hui capable, et on peut aujourd'hui, sur une place comme ici, discuter de ce qu'on veut quand on veut, c'est que des politiques ont agi à un moment donné. C'est pour ça qu'on dit, je ne vous laisserai pas dire qu'on est dans une dictature ici en France. Non, ça, c'est pas possible. Mais, monsieur, non, parce que je crois que si on était dans une dictature, il y en a quelques-unes par le pays, regardez-y, dans le monde, on ne pourrait pas être là en train de dire ce qu'on a envie de dire, comme on dit, et venir le faire. Moi, je viens d'Auvergne pour parler, ici, dans ce festival. J'ai le droit de le faire, j'ai le droit de me déplacer, j'ai le droit de faire ce que je veux, de dire ce que je veux à qui je veux. Donc ça, c'est pas une dictature. Exactement. Et donc, une fois encore, ici, tout le monde s'exprime et il n'y a pas de huée ou de choses comme ça. Hein. Monsieur, ça fait longtemps que vous attendez. Allez-y. Ça marche, oui, c'est bon. Oui, je suis Marmandais, retraité CFDT. Donc, on m'a déjà donné une réponse tout à l'heure par rapport aux syndicats. Il y a quand même une chose en préliminaire, je voulais dire. On a attaqué les journalistes, les syndicats, tous pourris, mais je n'ai pas entendu une fois le mot Macron. Alors que sur les giratoires... Là, vous appuyez sur un bouton dangereux. Là. Alors, mon propos, c'est le suivant. Bon, sur le giratoire de Leclerc, il y a eu quand même une banderole qui est restée quand même 3-4 mois, qui s'appelait « Les syndicats, on n'a pas besoin d'eux ». Bon. C'est vrai qu'on peut s'en passer. Ça m'est arrivé une fois de dire à des gilets jaunes,
C'est vrai, vous êtes là le samedi, mais vous, lundi, pour le pouvoir d'achat, vous êtes dans l'entreprise. Allez-y, il faut taper sur le patron. Les patrons, on ne les a pas beaucoup entendus non plus. Donc, il faut aussi s'appuyer. Si vous n'avez pas confiance au syndicat, il faut, vous, le lundi, vous attaquer le patron en disant « Moi, pour le pouvoir d'achat, j'ai besoin de quelque chose ». Alors, ce qu'il faut savoir, je voulais donner seulement un petit exemple local, puisque vous savez que quand même, les Gilets jaunes, ça a débouché quand même sur du concret. Il y a eu cette fameuse prime exceptionnelle du pouvoir d'achat. Oui, on peut en parler. Je vous répondais après. Non, mais moi, je vous donne donnez votre témoignage. L'exemple. Bien sûr. Ça veut dire que s'il n'y a pas comme des personnes comme nous sur le terrain en tant que bénévoles ou syndicalistes pour travailler tous les jours, on fait quand même avancer certains problèmes. Et là, sur le plan local, nous avons donc une association de services à domicile, 40 agents, pour lesquels, par le canal de cette prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, on a octroyé 300 € par personne pour ce personnel qui est payé au SMIC, qui utilisent leur voiture dans des mauvaises conditions, etc. Donc ça veut dire que le mouvement a servi à quelque chose, mais n'oubliez pas aussi qu'autour de vous, tous les élus ne sont pas pourris, tous les syndicats ne sont pas pourris, et peut-être Macron est pourri. D'accord. Alors, si je peux me permettre, je vais vous répondre sur l'effet déjà que vous n'ayez pas entendu Macron. Le mot Macron, si ça peut vous rassurer, ça fait 8 mois qu'on demande la démission de M. Macron tous les jours, tous les samedis, dans les plus grandes capitales de France. Donc je pense que Macron, vous avez dû l'entendre. Alors peut-être pas dans les médias parce que vous ne le voyez pas, mais venez avec nous dans les manifestations, vous allez voir que vous allez entendre Macron démission. Par contre, là où je ne suis pas d'accord avec vous, et je le dis et je l'assume, moi je veux bien vous entendre, les syndicats, nous dire vous allez forcément avoir besoin de nous tôt ou tard. Messieurs, je vous rappelle que ça fait 8 mois qu'on est dans la rue et que ça fait tout juste 2-3 semaines que vous commencez à repointer votre bout du nez en disant si on n'avait pas été là pendant des années, vous n'en seriez pas là. Donc monsieur, s'il vous plaît, ne faites pas de morale de syndicalisme à des gens qui en font depuis plus de 8 mois, gratuitement, sans cotisation, pour défendre le peuple. Merci. Moi, pour, alors, vas-y. Mais pour clore ces débats, j'avais envie de venir avec un sachet de médailles en chocolat, quoi. Parce qu'en fait, là, on est tous en train de demander la médaille en chocolat, et oui, c'est moi le syndicat, et oui, c'est moi le parti politique, etc., etc. Et c'est justement ça qui est intéressant dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est-à-dire que vous pouvez venir avec vos idées syndicales, vous mettez le gilet, vous n'avez plus le droit de faire de la pub. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est transpartisan, classe CFDT, CGT, FO, j'en sais rien. Voilà, on n'est pas là pour demander des médailles en chocolat. Si vous voulez des médailles en chocolat, je voulais en acheter ce matin, je savais que ça tournerait comme ça. Bon, alors, vous savez qu'on est assez serré au niveau du timing et qu'il y a des horaires à respecter. Il y a une dernière question qu'on va peut-être poser, madame. Allez, vous parlez dans le micro, comme ça sera plus simple. Voilà. Je voudrais vous remercier de dénoncer les inégalités et vous dire aussi que vous êtes l'honneur de votre profession. Bravo, madame. Bravo. Alors, c'est pas terminé. Pour revenir J'espérais une question. Bon, alors on a droit à une autre question quand même, parce que là, ça fait un peu... merci madame, je la connais, on s'était mis d'accord avant. Non, c'est pas vrai. on va demander est-ce qu'il y avait... Madame, voilà, allez-y. Bonjour, donc moi je suis journaliste pigiste et j'ai 2 questions. J'ai une question pour Florence Aubenas. Vous avez parlé au départ de la méfiance que les Gilets jaunes avaient envers vous quand vous êtes arrivés. Je voulais savoir quelles ont été du coup les difficultés que vous avez eues à travailler sur ce sujet et comment ça a évolué après au niveau des relations. Et pour les Gilets jaunes, je voulais savoir, quand vous avez lu les articles de Florence Aubenas, qu'est-ce que vous en avez pensé? Quand vous avez lu, j'imagine que vous avez été cité. Est-ce que parfois vous avez été mécontent des citations? Ou enfin, voilà, un peu votre ressenti sur les articles. Alors, je commence, ça ira vite. Donc, si vous voulez, je pense qu'il y a des choses qui sont très différentes. C'est-à-dire que quand on se renvoie la balle en regardant chacun l'étiquette de l'autre, les médias, alors les médias sont tous pourris, menteurs, etc. Et les gilets jaunes sont tous fachos, tout ça. Voilà. On fait des amalgames et on met tout le monde dans un même sac, les uns comme les autres, et ça n'avance pas beaucoup. Donc, moi, je peux concevoir que quand j'arrive, on dise les médias sont pourris et on me mette dans ce sac-là. Quand les relations se sont faites entre personnes, les choses changent.
Mais par exemple, j'ai aussi participé à comme journaliste, couvert des manifestations à Paris de Gilets jaunes. Et là, c'est tout à fait différent. Là, un journaliste, si vous voulez, c'est la première fois de ma vie que je vois hors d'une zone de guerre, Irak, Syrie et autres, des journalistes avec des gardes du corps. J'ai vu des journalistes lynchés, pris à partie, molestés, et ça, c'est tout simplement pas possible. Donc, il y a une chose qui est très différente. Vous parlez entre êtres humains, d'accord, pas d'accord, peu importe, comme on le fait ici, et chacun donne son avis, et ça se passe normalement, et tout le monde est là pour débattre. Si vous êtes dans un mouvement de foule, un journaliste perdu avec sa caméra au milieu de je ne sais pas quel manifestant, je ne les qualifierai pas, voilà, là il y a des phénomènes de lynchage et ça c'est très grave. Ça franchement, des rédactions attaquées, des choses comme ça, on ne peut évidemment pas être d'accord avec ça, quel que soit ce que les uns et les autres écrivent. Et il y a d'autres façons de s'exprimer, de tout ça. Donc moi, mon expérience n'a pas été celle-là, mais il faut constater qu'elle a pu l'être pour certains de mes confrères. Voilà. Donc et ça, je l'ai vu. J'ai vu des caméras cassées par terre, des jeunes gens, des jeunes stagiaires qui venaient faire des choses à qui on menaçait de casser la gueule, etc. Donc ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et donc vous, alors Mathieu ? Oui, nous, pour les journalistes, donc, comme elle vient de vous le dire, on les voyait très mal. Mais après l'article... tous ceux qui sont là, après l'article qu'a fait Florence, déjà sur nous, à Marmande, Samazan, à Satar, on a été surpris de sa bienveillance à notre sujet, de l'article, et on n'a pas été choqués, on n'a pas été non plus, comment dire, on l'a vécu, on l'a bien vécu. Je veux dire, nos noms cités, c'était pas grave. Je veux dire, on n'était pas là pour prendre l'affiche sur le journal de Florence, dire « Ah ben je suis sur le journal ». Non, non, on était là pour le mouvement. On était là pour, quand j'entends dire certains me dire « Oui, il n'y a plus de revendications », si, les revendications sont toujours les mêmes. Le pouvoir d'achat, le gasoil trop cher. Quand j'entends parler de la prime, soi-disant gilet jaune, obtenue par les gilets jaunes, c'est de la foutaise. Parce que je peux vous assurer que cette prime-là, il y a 10% des smicards qui l'ont reçue. Ma compagne est smicarde, elle fait 35 heures par semaine, elle touche 1 100 € par mois, elle a 200 € de gasoil à payer pour aller travailler à Tonins. Elle n'a pas touché 1 centime de l'État. Donc, au niveau du journaliste et du journalisme, nous, au départ, on l'a dit, on n'en veut pas des journalistes. Après, on a eu donc Michel Prado du Républicain qui nous a toujours couvert au niveau des manifestations, qui nous a fait des articles super. On a eu le Sud-Ouest aussi à Marmande. Des photos, des commentaires. Il nous a interviewés, on lui a dit ce qu'on pensait et il l'a retranscrit mot pour mot sur son journal, sans jamais essayer de se faire de la pub, juste pour que ça soit marqué, gravé à l'encre sur le journal. Comme Florence a fait son article sur Le Monde, ça, avec des photos, des articles, des passages de ce qu'on lui avait raconté. Tout a été écrit mot pour mot. Donc, ce que nous, on a vécu journalistiquement parlant, ça a été bénéfique. Par contre, nous, ce qu'on dénonce, c'est que les journalistes... les journalistes, certains, pas tous, ils ne sont pas tous mauvais, comme dans les Gilets jaunes, ils ne sont pas tous mauvais. On fait des choses et on dit des choses qui n'étaient pas la réalité. Voilà, c'est tout. Voilà, juste la dernière chose, tu vas conclure Rémi, parce que là, l'heure tourne et donc il faut passer le relais. Vous avez vu que le débat... Alors, allez-y, dites une chose, monsieur. Attends, prenez un micro. Attendez. Attendez, monsieur, on vous entend pas. On vous entend pas. Attendez. Vous dites Macron démission, c'est de la politique, ça, déjà, la première chose. La deuxième, on a entendu pendant 1 heure tout ce que vous avez subi, etc. Oui, quelles sont vos propositions? Jamais entendu une proposition. Est-ce que vous avez... Mais non, non. Alors, des revendications, oui. Ça sert des revendications, oui.
Ça sert à Mais rien. est-ce que vous avez un tableau Alors, monsieur, moi, je vois que Florence a un timing à tenir, donc on va répondre rapidement. Moi, je vous invite à aller sur la plateforme Gilets jaunes Colère France. Tout est expliqué. La seule chose qui est demandée, parce qu'on a commencé à réfléchir sur toutes les revendications, on a estimé que toutes nos revendications pouvaient rentrer dans une chose qu'on appelle, mais qui est maudit par les élites, le référendum d'initiative citoyenne. Allez vous renseigner là-dessus et vous allez voir que monsieur, de la politique, on va en faire et on se mettra d'accord. Voilà, mais bon, on n'est pas là. Ouais. Monsieur, il a été demandé le référendum. Il est demandé pour l'aéroport d'ADP et monsieur Castaner est en train de le boycotter puisqu'il a fermé le site pour pouvoir aller voter. Donc moi ce que je vous propose, c'est que là, on reste tous ici sur ce site. On va continuer le débat dans les rues de Couture comme la coutume le veut. D'autres, voilà. Donc on continue à en discuter. Et là, on va laisser la place au débat suivant. En tout cas, merci à tous d'être venus à ce débat. Et merci à tous de la façon dont on s'est écoutés les uns les autres. Voilà, c'est pas évident. Et on l'a fait, voilà. Et si je peux dire juste un dernier mot, Florence, parce que je pense qu'on doit te le dire. Et on va tous le dire, je pense, avec le cœur. Et je vais répondre en même temps à la personne qui a posé la question là-bas. Pourquoi on a accepté que Florence, qu'on continue de travailler à Florence. Florence a été la seule personne humaine dans ce mouvement à retranscrire la vérité. Voilà pourquoi on a su faire. Voilà pourquoi. Je vais t'expliquer. Voilà pourquoi on a su faire le distinguo entre les médias télé. Parce que nous, la petite haine qu'on avait un petit peu, le petit désaccord qu'on a, c'est les médias télé et le journaliste lambda qui est venu, qui a passé 15 jours à Vénu et qui a relaté uniquement ce qui se passait, qui a dit la vérité. Voilà. Les invisibles de la République ont été visibles. Bon, merci à tous.